Nous sommes malades. Nous sommes, alors là, je vais faire un peu d'humour, mais nous sommes une bande de malades. L'Europe et l'Occident sont une bande de malades qui ne sont plus capables d'offrir à leur peuple le début du contrat social. On nous prépare à la guerre des deux côtés. Moi, je suis allé en Russie la dernière fois en 2013. J'étais effrayé par le discours de guerre anti-occidentale ultra radical, où on préparait déjà les masses à se réfugier dans les abris nucléaires pour passer l'hiver atomique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, de ce nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Alexandre Delval. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire contemporaine, spécialiste de l'islamisme, du terrorisme islamique, des relations entre l'Europe et le monde, surtout des relations entre l'Europe et la Turquie, on y reviendra, et du monde arabo-musulman. Vous êtes l'auteur des vrais ennemis de l'Occident, du complexe occidental, de la mondialisation dangereuse et du projet. Je dis ça notamment parce que c'est vos derniers livres. On vous reçoit aujourd'hui pour parler de géopolitique. Alors, ma chaîne est regardée par beaucoup de jeunes personnes, de jeunes gens. Et j'ai l'impression qu'on manque un peu de connaissances théoriques et pratiques sur la géopolitique et qu'on subit un peu l'information géopolitique. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien avoir votre éclairage sur beaucoup de points. On va déjà parler de la géopolitique mondiale. On abordera ensuite le rôle des frères musulmans dans cette géopolitique-là et l'impact qu'ils peuvent avoir en France. Et on finira justement sur la France. Ma première question, on est 3 semaines après une attaque de très grande envergure qu'il y a eu en Russie. Comment vous avez analysé cette attaque en Russie et comment vous avez analysé les réactions qu'elle a suscitées? Alors, cette attaque, pour moi, était quand même une attaque islamiste djihadiste, que les Russes appellent takfiriste ou wahhabite. Ensuite, les Russes ont dit que c'était une attaque islamiste, mais commanditée par des Ukrainiens. Ça va être difficile de savoir la vérité. Moi, je suis plutôt pour la piste islamiste, même si les Russes ont nié, parce que je pense que les Russes ont intérêt à nier de leur point de vue. En géopolitique, on s'intéresse au point de vue de l'autre autant que du sien, sans jugement. Et ça ne veut pas dire qu'on préfère ce point de vue. Je n'y crois pas à ce point de vue. Mais il me semble que moi-même, si j'étais Poutine, j'aurais peut-être nié l'attentat islamiste en accusant le MI6 et l'Amérique et les Ukrainiens, parce que pour l'instant, la priorité de Poutine, c'est bien entendu le dossier ukrainien, c'est avoir le Sud global qui est quand même en partie musulman avec lui. Ce n'est pas trop de charger l'islam et l'islamisme. Et dans l'islamisme, il y a quand même le mot islam. Le mieux, c'est de parler de terrorisme étatique, et surtout ukrainien, et de complicité des Occidentaux. Mais indépendamment de ce débat, admettons, tout à l'heure, Berkoff, dans l'émission Sud Radio, me disait que il y a quand même des choses assez troubles. Ils repartent en voiture, c'est pas très classique. Ils meurent pas mitraillés, ils recherchent pas la mort, etc. Ça peut être très bien une fuite pour ensuite commettre un autre attentat pour rechercher la mort. On le saura jamais, puisqu'ils ont été torturés. J'allais dire, on leur a fait une technique de persuasion efficace. Ah oui, très efficace. Extrêmement efficace, qui leur fait dire quelque chose dont on ne peut pas savoir si c'est la vérité, puisqu'ils ont été torturés pour le dire. Ouais, Voilà, donc laissons ça de côté. Si c'est un attentat islamiste, et même si ça ne l'était pas, admettons, il y a un contentieux énorme entre la Russie et l'islamisme radical depuis la fin des années 70, puisque déjà les Américains, et je ne dis pas que l'islamisme est une création américaine, mais déjà les États-Unis, dans les années 70, c'est Robert Bauer qui le dit, l'ancien patron de la CIA, qui a écrit un livre que je recommande à nos éditeurs, qui s'appelait The Shadow. Et dans The Shadow, Robert Bauer, ancien patron de la CIA, raconte que dans les années 70, pour susciter l'invasion de l'Afghanistan par la Russie, la CIA a excité des groupes islamistes dans toute l'Asie centrale. J'en veux pour preuve aussi que Hillary Clinton l'a reconnu devant une commission du Sénat américain. Vous pouvez retrouver la vidéo. Et Hillary Clinton dit « Nous avons encouragé l'islamisme radical dès les années 70 dans toute l'Asie centrale. » Et ensuite dans le Caucase, pour exciter des mouvements islamistes contre les Russes. Comme le gouvernement socialiste afghan était menacé par des mouvements islamistes, les Russes, je ne dis pas que c'est bien, attention, je ne sais pas que c'est comme l'Ukraine, rien ne justifie l'invasion, mais ils se sont dit, comme pour l'Ukraine aujourd'hui, avant
que l'on ait un Afghanistan dangereux aux portes de l'Union soviétique, qui devienne une république islamique, on va l'envahir. D'où l'invasion russe de l'Afghanistan, et d'où ensuite le renforcement de la stratégie pro-islamiste américaine qui va faire naître Al-Qaïda, les légions Moudjahidines, etc. Alors que les talibans sont venus qu'en 96. On parle tout le temps des talibans, création américaine, c'est faux. Les talibans, c'est une création pakistanaise, indo-pakistanaise, que les services secrets pakistanais vont mettre en orbite. Mais au départ, c'est les Américains. En gros, pour faire plus simple, les Américains, la CIA, a mis en place des cellules islamistes avec les Pakistanais, l'ISI, les services secrets pakistanais, et avec la complicité des Saoudiens et des frères musulmans, dont vous voulez parler après. Donc il y a eu toute une nébuleuse islamiste internationale, d'où le mot « la base ». Al-Qaïda, c'est la base de données, de volontaires du monde entier qui sont venus combattre les Russes. Donc déjà, ça, c'est un énorme contentieux. Les Russes ont été d'une barbarie extrême en Afghanistan. On a roulé sur des gens avec des chars, des films américains très célèbres ont mis en évidence cette barbarie russe. Je ne sais pas si c'est vrai, mais apparemment, ils ne sont pas allés dans la dentelle et ils n'ont pas réussi à rectifier, à soumettre ces Afghans. Ils ont dû se retirer. Vous qui êtes pied noir, célèbre expression pied noir, comme on dit, une main devant, une main derrière. L'expression pied noir qui veut dire on repart sans rien. Les Russes sont repartis bredouilles et vaincus. Et galvanisés par cette réussite, ensuite Al-Qaïda va prendre son chemin et attaquer un autre empire, celui qui les avait aidés, l'Empire américain. Mais les Russes ont payé d'un prix très élevé de leur vie et d'autres soviets le combat contre l'islamisme radical. Les islamistes radicaux en Afghanistan ont perdu des milliers de vies de l'invasion russe. Ensuite, les Russes vont encore se retrouver face aux islamistes dans les années 90 et ils vont raser la Tchétchénie à 2 reprises. Il y a eu plusieurs guerres. La dernière a été conclue par M. Poutine, qui a mis Kadyrov au pouvoir. Mais quand il y a eu une djihadisation de l'opposition nationaliste tchétchène, qui a commencé nationaliste et qui a dérapé vers l'islamisme radical, parce que c'était les plus combattants. Sous l'impulsion américaine. Sous l'impulsion... Bravo, ça fait plaisir. Peu de gens le disent. En fait, il y avait 2 projets d'oléoduc. Un oléoduc qui passait par la Tchétchénie, qui fait partie de la Russie, qui était le moins cher. Et les compagnies occidentales préféraient cet oléoduc. Et un autre qui contournait la Russie, donc qui contournait la Tchétchénie, et qui passait par la Géorgie, qui contournait l'Arménie trop proche de la Russie, et qui passait par la Turquie. Donc mer Caspienne jusque Turquie. Et pour justifier un des 2 projets qui était le plus cher, donc anti-économique, c'est là qu'on voit le primat de la politique. Les Américains se sont dit, eh bien, pour discréditer le projet le moins cher, qui risque de plaire aux grandes compagnies, on ne peut pas non plus les forcer à faire ce qu'elles ne veulent pas, eh bien, on va laisser nos amis wahhabites foutre le boxon en Tchétchénie. Et c'est là qu'est arrivé le fameux Ben Khattab, un grand djihadiste jordano-saoudien. Alors, on se demande ce qu'il a à voir avec les Tchétchènes. Un jordano-saoudien arrive, il prend la tête du djihadisme en Tchétchénie, et c'est là que la Tchétchénie devient le repère d'autres militants d'Al-Qaïda et d'autres mouvements islamistes wahhabites. Ce qu'on appelle wahhabite, c'est l'islamisme salafiste d'Arabie saoudite, qu'on appelle wahhabite du nom de M. Wahhab, qui a co-créé l'Arabie saoudite avec les Saouds. C'est une branche salafiste particulière, très bédouinisante, avec une jurisprudence extrêmement archaïque, et c'est l'une des plus grandes influences de l'islamisme le plus radical. Bref, donc en Afghanistan, en Tchétchénie, les Russes ont massacré des islamistes qui leur en veulent à mort, et ils en ont tué beaucoup plus que nous. Oui. Et ils ont tué plus d'islamistes que les Américains. Les Américains ont tué des innocents en Irak, mais ils n'ont pas beaucoup tué d'islamistes avant l'invasion en Irak, avant 2003, les Américains. Tandis qu'avant 2003, les Russes avaient massacré plein d'islamistes en Afghanistan, en Asie centrale, ensuite en Tchétchénie et ensuite en Syrie. En Syrie, alors là, c'était du tir au pigeon. Alep a été repris en 2 ans. Ils ont rasé Alep. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop optimiste sur la victoire des Ukrainiens. Je ne souhaite pas leur échec d'ailleurs, mais je dis juste attendons avant de dire que les Ukrainiens vont gagner, parce que les Russes sont très patients. Les Russes sont capables d'attendre 2 ans pour reprendre une ville et de la reprendre entièrement rasée. Ils l'ont fait en Tchétchénie, ils l'ont fait en Syrie. Donc vous voyez, ça, ce n'était pas dans la dentelle. Et ceux qui croient que Poutine
avant-garde, leader global du Sud global, est adoré par les musulmans. C'est la nouvelle musique qu'on entend. Les poutinophiles sont persuadés que Poutine, il a eu raison d'accuser le MI6 et les Américains parce qu'il ne peut pas avoir de problème avec les islamistes. Il est en bon terme avec les pays musulmans. C'est quand même très primaire comme analyse. La réalité, c'est que les Russes sont peut-être le pays avec, même avant les Chinois et avant les Indiens, c'est probablement le pays infidèle qui a le plus tué de djihadistes au mètre carré. En Afghanistan, en Tchétchénie, en Syrie, sans oublier d'autres fronts, et même en Libye. Les Russes, comme les Français d'ailleurs, soutiennent le général Haftar, qui, pendant la guerre civile libyenne, maintenant ça s'est un peu calmé, ont énormément tué de milices pro-frères musulmans de l'Ouest, de Tripoli. Donc on a quand même plusieurs fronts. Et en plus, enfin, les Russes aident dans le traité de sécurité collective, l'OTSS, les Russes aident le Tadjikistan et d'autres républiques d'Asie centrale à réprimer des mouvements djihadistes politiques, comme le Parti de la Renaissance de l'Ouzbékistan qui a été interdit, et le Parti de la Renaissance du Tadjikistan, comme le Hizb ut-Tahrir, comme d'autres mouvements, que ce soit djihadistes ou pas, légal ou pas. Ces pays d'Asie centrale très soviétoformes, bien que musulmans, ils ont un islam très tolérant, Très laïcard. très laïcard, absolument. Au Tadjikistan, ils ont rasé les barbes. Vous auriez été pris dans la rue, on vous aurait rasé votre barbe. Au Tadjikistan, ils ont rasé les barbes de tous les gens qui sont trouvés dans la rue. C'est incroyable. Donc c'est beaucoup plus dur que tout ce qu'on peut imaginer en Occident. Et les Russes, encore une fois, étaient les premiers à aider le gouvernement tadjik à riposter à une offensive islamiste très radicale. Le Tadjikistan, c'est le trou noir avec la vallée de la Fergana, qui inclut aussi l'Ouzbékistan. Cette vallée de la Fergana, c'est à la fois la drogue, le tribalisme et l'islamisme radical. C'est un trou noir géopolitique. C'est là que essaiment tous les mouvements islamistes radicaux. Et c'est là que Daesh, je conclurai parce qu'il ne faut pas faire une réponse trop longue, Daesh a repris du poil de la bête en perdant son terrain syro-irakien. Il est encore là, mais il est beaucoup moins puissant en Syrie et en Irak parce que les Kurdes, la coalition internationale, les Russes et les Iraniens les ont frappés. Alors c'est sûr qu'à un moment, Daesh allait partir. Ils ont eu tout le monde contre eux, y compris des gens qui sont ennemis entre eux contre Daesh. Et donc Daesh se reconstitue dans cette vallée de la Fergana, en Afghanistan, avec l'EIK, l'État islamique au Khorasan, et bien sûr au Tadjikistan, qui est un maillon très 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 faible de cette région. Et ce sont des Tadjiks qui sont 2 millions résidents en Russie. Il y a 2 millions de Tadjiks en Russie. Des travailleurs, non Des travailleurs qui... Et d'ailleurs, les 4 du commando arrivaient tout frais d'Istanbul et de Turquie, où ils avaient rencontré un imam qui est recherché par la Russie, car c'est un agitateur extrêmement radical, wahhabite, et comme par hasard, il est en toute liberté en Turquie, et il avait en fait entraîné des cellules tadjiques et tchétchènes qui sont partis à Moscou faire l'attentat. Donc moi je dirais, il y a beaucoup plus une piste turque qu'une piste ukrainienne, à mon avis. C'est pas impossible que les Ukrainiens leur aient fourni quelques passeports. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez un passeport faux ou un vrai faux dans ces pays-là, c'est l'Ukraine le meilleur. Le meilleur fournisseur de faux passeports, c'est l'Ukraine. D'ailleurs, on a beaucoup de djihadistes en Europe qui arrivent dans les flux migratoires, qui se font passer pour des réfugiés venant d'Ukraine, qui sont maghrébins ou qui sont d'Asie centrale ou turcophones, et qui ont un passeport ukrainien. Non pas parce que l'Ukraine aide les djihadistes, mais parce que l'Ukraine est un pays ultra corrompu, et c'est l'endroit en ex-Union soviétique où c'est le plus facile d'acheter un vrai faux passeport. De même que pour ne pas aller à la guerre en Ukraine, on paye 15 000 €. Si on veut retarder l'appel, on paye 3 000. Et si on veut être effacé des listes, 15 000. Le type qui fait ça s'est fait faire une villa à 5 millions d'euros en Espagne. Donc c'est un pays corrompu. Mais voilà. C'était su avant même avant la guerre. Je crois que c'était Forbes ou Times qui avait fait un classement des pays les plus corrompus. Bon, c'est bizarrement passé sous silence depuis. Oui. Pour rester sur ce conflit-là entre la Russie et l'Ukraine, comment, on en parlait tout à l'heure hors antenne, comment vous comprenez... On ne va pas parler du conflit en lui-même parce que ça a été suranalysé, mais comment vous comprenez l'absence de discours mesuré sur la guerre russo-ukrainienne, notamment en France? Parce qu'on a l'impression que en face des russophiles, entre guillemets, on va retrouver des personnes qui sont persuadées que l'OTAN, c'est le bien. Enfin, il n'y a pas de discours pondéré, alors qu'en France, ça a quand même été le pays de la troisième voie pendant très longtemps. Comment vous comprenez ce clivage qui se radicalise? Il y a 2 raisons. Premièrement, aujourd'hui, l'opinion est formatée par des réseaux sociaux, et vous le savez mieux que moi. Moi, je le vois avec mes tweets. Si je fais un tweet universitaire, 200 vues. Si je fais un tweet
où je laisse un peu plus de liberté à mon webmaster qui est jeune comme vous, qui sait comment accrocher les algorithmes, s'il fait un tweet un peu plus provoquant, j'ai 10 000 vues. Et il y en a qui font beaucoup plus que moi, mais à mon niveau, c'est ça. Hein. Je peux faire, si je fais un flop, c'est 500 ou quelques centaines. Si je fais pas mal, c'est 10, 15, 17, parfois 20, 30. Donc aujourd'hui, la structure même de la médiatisation qui colle aux réseaux sociaux, même les télés regardent ce que font les réseaux sociaux, demande de la polarisation. Parce qu'on fait du buzz quand on polarise. C'est pour ça que dans les lycées, pour faire du buzz, on filme quelqu'un en train de fracasser quelqu'un d'autre. Alors là, on a un super buzz, tout le monde... C'est triste, mais nous sommes dans l'ère du crash, de l'instant présent, de l'émotion et du manichéisme. Parce que pour faire du buzz, il faut être noir ou blanc. C'est sûr. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, on nous prépare à la guerre des deux côtés. Moi, je suis allé en Russie la dernière fois en 2013. J'étais effrayé par le discours de guerre anti-occidentale ultra radical, où on préparait déjà les masses à se réfugier dans les abris nucléaires pour passer l'hiver atomique. J'étais avec un très haut représentant politique français, qui avait été un ex-secrétaire général de l'Élysée, et on représentait plutôt une mouvance... respectable, modéré, étatique, etc. Et j'ai été effrayé de la violence du discours que j'ai entendu. Et on nous a bien dit, nous nous préparons contre vous à une guerre, y compris atomique. Et les officiels qui nous ont invités nous ont fait visiter un abri atomique. Pendant 3 heures, avec tous les recoins, on nous faisait passer un message. En gros, on est prêt à la guerre totale contre vous. Donc on voit bien que du côté russe, depuis au moins 2013, pourquoi 2013 ? Parce qu'en 2012, l'Occident a voulu faire de l'ingérence et a fomenté la révolution des neiges. Une révolution de couleur, comme en Ukraine, version anti-Poutine, avec plein d'ONG occidentales qui entraînaient des jeunes à les manifester pour faire tomber Poutine. Poutine a réagi à la manière qu'il faut, c'est-à-dire il a fait de l'agite-propre, de l'accusation, il a arrêté, mais pas trop... malin, il savait très bien quel était le piège. Mais ensuite, il a compris qu'il fallait virer toutes les ONG et virer le venin occidental. Je ne dis pas qu'il a raison, attention, je décris juste, les Russes ont été littéralement traumatisés par les missiles de 2007 qu'on voulait mettre à la frontière de la Russie, et les révolutions orange, et surtout la révolution des neiges, qui voulait faire en Russie un regime change, comme on avait fait en 2005 à Maïdan, mais surtout en 2005 dans première révolution orange, et ensuite à Maïdan, vous avez raison, en 2014. Donc si on se remet dans ce contexte, les Russes se préparent à la guerre totale contre l'OTAN depuis des années, 2013, il y a 11 ans, mais en Occident, on est venu un peu plus tard, c'est depuis la guerre en Crimée qu'il y a eu toute une chasse aux sorcières et une volonté d'empêcher tout discours mesuré. Et les Gaulliens, moi, je ne suis pas gaulliste, mais gaulien. C'est-à-dire que j'aime cette attitude, la France non alignée, la non-inféodation aux États-Unis. Déjà, cette position est considérée comme munichoise. Pour un Américain, pour un atlantiste, si vous n'êtes pas pour une solidarité totale avec l'OTAN, si vous n'êtes pas pour tous les projets de l'OTAN, y compris l'OTAN, qui n'a plus rien à voir avec l'OTAN d'origine. L'OTAN d'origine, c'était protéger l'Alliance Atlantique. C'est pas le Pacifique, ni l'océan Indien, ni l'Afghanistan. C'était l'Atlantique. Eh bien, il n'y a plus rien Atlantique. L'OTAN, aujourd'hui, c'est l'OTAN global qui se prépare des missions n'importe où, en Méditerranée, en Libye. En Libye, l'OTAN était actif. Hein. La guerre en Libye, c'est pas que Sarkozy, ni les British, ni les Américains, c'était l'OTAN aussi. Donc l'OTAN global a besoin de préparer l'opinion au manichéisme, puisque si l'OTAN n'avait plus de raison d'être, il aurait dû être réformé ou annulé. Pour prouver qu'il avait encore une raison d'être, l'OTAN a exagéré la menace russe. Elle a aussi fait le jeu des pays d'Europe de l'Est qui nous entraînaient dans un conflit avec la Russie, d'où les projets antimissiles à l'époque de Bush, et d'où ensuite l'extension de l'OTAN en 2008, la politique de porte ouverte. Et cela nous a amené à une guerre en Russie. Je ne justifie pas du tout l'invasion ukrainienne. Bien sûr, non mais... Pour moi, mais je dis seulement que je pense, c'est pas sûr, mais je pense que ça aurait pu être évité si l'OTAN avait été raisonnable. Mais comme l'OTAN avait besoin de justifier sa raison d'être, c'est ce qu'a dit un grand analyste anglais, Sauka, allez sur Internet, S-A-W-K-A, un grand professeur de l'école réaliste des relations internationales, Richard Sauka. Il dit « L'OTAN est là pour nous protéger contre une menace que son existence a renforcée ».
J'ai trouvé cette phrase sublime. J'ai lu son article universitaire, je me suis dit, c'est peut-être pamphlétaire, très solide. C'est du niveau de Kissinger, de l'école réaliste des relations internationales. Et donc, vous le voyez bien, on est dans un narratif des deux côtés qui va vers l'extrême. Nous, pour justifier les erreurs de l'OTAN et pour ne pas que l'on remette en question ce qu'a fait l'OTAN. Parce que si on dit que l'OTAN a exagéré, et les pays de l'OTAN, et les États-Unis, et nos missiles, et nos projets d'ingérence, si on reconnaît que l'Occident n'a pas été raisonnable, ça risque de donner une excuse à la Russie et de justifier l'invasion. Mais moi, je dis comme vous, on pourrait être entre les deux. On pourrait très bien dire les torts de l'OTAN, mais en disant que, pour autant, la Russie n'avait aucune raison d'envahir l'Ukraine. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Aujourd'hui, on est soit, je vois quand je fais des émissions, si je ne suis pas assez pro-russe, je me fais lyncher par mes propres lecteurs qui me disent « Mais Delval, là récemment, je répondais à un lecteur, il me disait « Vous avez trahi vos idées ». Mais ce n'est pas parce que j'ai écrit qu'il fallait avoir des bonnes relations avec la Russie pendant des années que je justifie tout ce que fait Poutine. Ils m'en veulent de ne pas dire « Vive Poutine ». Ou de ne pas dire « il a raison d'envahir, il faut écraser ces nazis d'Ukrainiens ». Ils m'en veulent de ne pas reprendre le narratif de Poutine. Mais moi, j'ai même rien contre personne, ni même contre Poutine, mais c'est logique que Poutine mente, comme M. Bush, comme M. Macron. Tout le monde ment en politique. Eh bien aujourd'hui, c'est tellement manichéen que le camp de l'OTAN ne se remet plus du tout en question. Il a toujours raison, et l'autre est une ordure, un diable absolu, et pareil en Russie. C'est dramatique parce que c'est ça qui fait les guerres. Les guerres, elles sont aussi à cause des noms d'oiseaux. Les guerres de 14, les guerres de 40, on le voit, on a des processus de diabolisation de l'autre, car quand vous diabolisez l'autre, il n'y a plus aucune négociation possible. Quand vous avez affaire au diable, ou l'exorciste, vous plantez une croix dans le cœur du diable, vous essayez de l'achever. Comme dans le film L'Exorciste, vous l'achevez avec du sang qui gicle. Et donc c'est ça qui est grave, on nous prépare à la guerre, ça c'est certain, les deux côtés. C'est un regard assez pessimiste que vous avez, et en même temps on ne peut pas vous donner tort. J'en veux pour exemple les dissensions en interne dans certaines entités géopolitiques, notamment dans l'Union européenne. Alors on l'a vu avec la crise migratoire, mais plus encore avec cette guerre en Ukraine. On a l'impression que la France et l'Union européenne ne peuvent plus rien faire en tant qu'acteurs propres et dépendent de l'OTAN ou de la défense américaine. Est-ce que ça vous semble possible, envisageable, que la France et l'Union européenne redeviennent un acteur géopolitique majeur, ou c'est impossible ? De Villepin a dit un truc très vrai un jour sur Trump. Vous savez, maintenant dans les médias, le diable en chef juste après Bachar al-Assad et Poutine, c'est Trump. Si Trump arrive, c'est la guerre mondiale. Non, c'est juste le contraire, il est contre les guerres. Mais bon, on nous dit ça va être le chaos, etc. Oui, l'Occident serait un peu moins impérialiste. Apparemment, c'est très grave pour nos élites progressistes. C'est assez extraordinaire parce que c'est les progressistes qui sont impérialistes et bellicistes, alors qu'ils devraient être pour la paix. Mais en gros, Villepin, qui n'est pas du tout un amoureux de l'idéologie de Trump, mais il disait... Il faudra remercier Trump s'il arrive au pouvoir et s'il fait ce qu'il dit, qu'il remet en question l'OTAN, parce que ça obligera les Européens à se responsabiliser et à investir plus pour leur défense. Aujourd'hui, l'Amérique, elle a à peu près 40% du PIB de tout l'Occident, parce qu'en fait, on est assez équivalent, Europe-Amérique, mais elle paye 70% de l'OTAN, de la défense, pas de l'OTAN, c'est rien l'OTAN, c'est qu'un traité, mais des pays de l'OTAN. Et donc Trump, vous savez, c'est comme Margaret Thatcher, c'est des épiciers. C'est les anglo-saxons qui veulent my money back, comme disait Thatcher. Elle a obtenu une ristourne des communautés européennes, on les appelait comme ça à l'époque. Et lui, il dit, comme Johnson. Johnson a fait voter les 61 milliards à la Russie au nom de... ça va nous rapporter 80%, ça va financer l'économie américaine. Puis il y aura un prêt, et ils nous rendront, et il y aura des conditions, etc., etc. D'ailleurs, les conditions, ça peut être aussi des concessions territoriales. Il y aura des conditions. Et donc, voilà l'enjeu aujourd'hui. Si Trump arrive au pouvoir, moi je pense qu'indépendamment de la vulgarité du type, toutes les critiques qu'on peut faire sur lui, voilà, il aime que le deal, c'est un businessman, il n'est pas super honnête. Mais à la limite, c'est pas très grave. Un de mes oncles qui était Monsignore, donc Monseigneur à Rome, paix à son âme, me disait « Mieux vaut un homme politique peu vertueux d'un point de vue personnel », et ça c'est la doctrine de l'Église, mais qui ne fait pas trop de dommages
en politique publique, si sa vie privée est totalement dissolue, mais qu'en politique publique, il est relativement raisonnable, il est préférable à l'homme politique très vertueux, mais qui aurait une politique extérieure déraisonnable. C'est l'opposition Obama-Trump. Absolument. Il y en a un qui a l'air propre sur lui, mais il a quand même été pour la guerre impérialiste qui a totalement déstabilisé le pays de ses ancêtres, parce que même le Nigeria, tous les pays africains ont été déstabilisés par les métastases djihadistes qui sont venus de Libye vers l'Afrique. Donc il y en a un qui est propre sur lui. C'est comme en Italie, on appelle Romano Prodi Mortadella. C'est pour rigoler, mais c'est son surnom. Extrêmement vertueux au niveau personnel. Il est très fier de ne jamais avoir trahi sa femme. Bravo. Moi, je dis bravo. On ne peut pas dire que c'est pas bien. C'est beau, la fidélité. Mais l'Église le considérait que c'était un des pires. Du point de vue de la morale catholique, il a été un des pires. Même s'il était vertueusement catholique au niveau privé, il a permis un début de déconstruction des valeurs catholiques qui étaient celles chères à l'Italie. Donc vous voyez, c'est important de distinguer le privé et le public. Mais bref, revenons sur le public. Si Trump arrive au pouvoir, il sera beaucoup plus capable de faire la paix et il va nous entraîner, parce qu'il va nous faire peur, il va dire maintenant je ne paye plus pour vous. Si l'ogre russe vous attaque, vous vous débrouillez, vous n'aviez qu'à pas être feignant, lâche et ne pas payer pour votre propre défense. Ça va nous secouer, ça a déjà commencé d'ailleurs. Depuis qu'il a fait ces menaces quand il était au pouvoir, eh bien, il y avait déjà eu une petite augmentation du budget de la défense et depuis que les Américains ont fait comprendre que c'était pas forcément toujours automatique, l'article 5 de l'OTAN. Donc les menaces de Trump suivies des conclusions, vous savez, beaucoup de commentateurs, même sur LCI le soir, ont parlé de l'article 5 et les vrais experts, ils ont tous dit, l'article 5 n'implique pas une riposte automatique. L'Amérique ne mourra pas pour les pays baltes. En gros, si les pays baltes ou la Belgique étaient envahis par l'Amérique, il n'est pas sûr que l'Amérique déclenche une guerre nucléaire et même pas une guerre tout court. Donc depuis que c'est devenu beaucoup plus chaud, donc depuis Trump et surtout depuis la guerre en Ukraine, les Européens ont compris qu'ils peuvent se retrouver un jour seuls, sans le parapluie américain, sans l'article 5 opérationnel, c'est-à-dire l'article 5, en fait, il est laissé au bon vouloir des pays. L'article 5, ce qu'est l'article 5, c'est la défense mutuelle en cas d'agression. Voilà, l'article 5 pour nos auditeurs, c'est les pays de l'OTAN, si c'est mousquetaire, un pour un, tous pour un. Eh bien non, l'article équivalent du traité de Lisbonne de l'Union européenne est plus contraignant. Le traité de solidarité au point de vue de la défense, l'article, j'ai oublié lequel, mais l'article du traité de Lisbonne qui traite de la défense implique plus une entrée en guerre que l'article 5 de l'OTAN qui laisse à l'État la façon dont il jugera d'être solidaire. Et donc, si on sait ça, les Européens ont parfaitement compris qu'un jour, ils peuvent se retrouver seuls. Les Japonais, d'ailleurs, on leur a dit la même chose. Et tout le monde augmente les budgets militaires. Ce n'est pas non plus ultra réjouissant. Oui. Quand tout le monde augmente tous les budgets militaires, ça veut dire qu'on n'est plus dans une période de paix. Oui. Vous considérez qu'on n'est pas dans une période de paix, je veux dire en France actuellement ? Non, on n'est pas en paix. Parce que la paix, déjà, c'est quand on recherche la paix. La paix, c'est quand on dialogue. Et la paix, c'est quand on pratique ce que prône Kissinger, mais aussi le concert des nations européennes après la Restauration. Quand il y a eu la Restauration, il y a eu un concert, le traité de Vienne. 1814. Et c'était la politique de l'équilibre. Et c'est le grand idéal de Kissinger dans son livre Diplomatie. Il relate tout le temps ce concert des nations. Et donc la paix, c'est quand on respecte les marges de l'autre, on respecte les préoccupations sécuritaires de l'autre, on ne mange pas sur l'espace sacré ou le jardin ou le précaré de l'autre. Il y a un respect des équilibres. Alors il y en a un qui est un peu plus équilibre que l'autre, comme disait Coluche, plus égal que d'autres, mais c'est le balance of power. Et les Américains s'opposent d'ailleurs entre liberal hegemonics, donc ceux qui sont pour l'hégémonie libérale, les hégémonistes libéraux, et de l'autre côté, il y a ceux qui prônent le offshore balancing. Le offshore balancing, c'est le contraire de l'interventionnisme. Je laisse les différentes puissances s'équilibrer mutuellement plutôt que d'intervenir directement. Ceux qui veulent la paix, ils font ça. Ils font du offshore balancing. C'est l'école réaliste des relations internationales. Ceux qui ne veulent pas la paix, quand on ne veut pas la paix, soit on a l'air méchant et on fait le méchant, comme Hitler, et on veut la guerre avec l'amour de la guerre, ou les djihadistes, ou alors on peut être plus hypocrite, quand on veut la guerre, on fait croire qu'on veut répandre un idéal dans le monde.
L'ingérence. Et on fait de l'ingérence, et en fait, on fait plein d'interventions. Et donc, on n'est pas en paix. L'Occident n'arrive pas à accepter un monde multipolaire. L'Occident veut rester globaliste, occidentaliste, et occidentiste. Alors vous me direz, mais ce Delval, finalement, il adore le tiers-monde, il trahit l'Occident. Pas du tout. Moi, je pense que les plus grands défenseurs de l'Occident, c'est ceux qui s'intéressent à la défense des précarés de l'Occident, mais pas plus. Parce que plus l'Occident se mêle de tout et de rien, y compris Taïwan. Taïwan, elle est juridiquement chinoise. De quoi se mêle-t-on ? On aura forcément une guerre avec la Chine si on s'en mêle. Ce n'est même pas notre zone. Depuis les années 70, 71, 72, que ça soit Kissinger, la visite prémonitoire, et ensuite Nixon, mais aussi les accords voulus par De Gaulle, donc ces grands réalistes, Kissinger, Nixon et De Gaulle, eh bien, l'Occident, depuis les années 1972, aucun pays d'Occident n'a de relations bilatérales diplomatiques avec Taïwan, puisqu'ils ont reconnu le principe d'une seule Chine à l'ONU, la Chine de Pékin. Donc, qu'est-ce qu'on va aller faire à défendre Taïwan, puisqu'on a nous-mêmes reconnu que c'était la Chine. Donc, les Chinois vont le prendre comme de l'ingérence inacceptable, pour justifier en fait des bases et pour les encercler. Donc, on voit bien que tant qu'on ne renonce pas à être coloniaux et impérialistes, eh bien, on va œuvrer à la guerre. Mais surtout, le pire de tout ça, c'est que si encore on protégeait nos valeurs chez nous, nos modèles chez nous, on veut exporter. Un jour, Macron est allé en Égypte la première fois, premier voyage. Après, il a rectifié. Il était beaucoup mieux la deuxième fois. Mais la première fois, il a demandé où en était l'état des lieux des LGBT en Égypte. Choc total, mais choc total en Égypte dans la presse. Et le président, gêné, il était poli, il lui a dit, vous savez, c'est pas la préoccupation principale chez nous. Ça, on voit le choc. Je dis pas qu'il a tort, hein, c'est peut-être très bien de défendre les LGBT. Mais déjà, essayons de défendre les LGBT victimes d'agressions islamistes homophobes dans la plupart des quartiers à majorité musulmane. Et puisqu'on parle du droit des femmes, que les femmes aient le droit d'être en mini-jupe sans être terrifiées dans certains quartiers, que les gens qui sont laïcs, puisqu'on dit République laïque, puissent ne pas faire le ramadan. Moi, je n'incite pas les gens à ne pas faire le ramadan. J'ai des élèves très, très croyants. Mais celui qui ne le veut pas, l'islam dit bien la ikraha fil din, pas de contrainte en religion. Appliquons-le. Donc, si vraiment c'est vrai que c'est la liberté, qu'il n'y a pas de contrainte en religion et qu'on est un pays laïque, ben déjà, si on arrivait à appliquer ces valeurs, donc les minorités, les homosexuels, les femmes, les faibles contre les forts, si on arrivait à faire respecter le principe de justice chez nous, où chaque semaine des gens se font égorger, massacrer, lyncher, avec quelqu'un qui filme dans les lycées, les proviseurs, les administrations publiques, les hôpitaux où régulièrement des médecins, on n'en parle même pas en ce moment, parce que là on focalise sur les lycées, mais les médecins sont régulièrement agressés lorsqu'il y a un mari jaloux, il ne veut pas qu'on touche sa femme parce qu'elle a un problème aux ovaires. Alors il faudrait lui régler son problème aux ovaires, mais sans absolument ni regarder ni toucher quoi que ce soit. On marche sur la tête. Et ça arrive tous les jours. C'est ce que j'appelle le petit djihad au quotidien. C'est le djihad quotidien, civilisationnel, diffus. C'est même pas le djihad d'atmosphère, c'est le djihad de chacun, sans même répondre à un appel d'une organisation islamiste. Donc quand l'Occident sera capable de défendre ses valeurs auxquelles il tient tant, même wokiste, chez lui, de manière cohérente, il pourra la ramener et aller peut-être commencer à répandre la démocratie ailleurs. Là, je cite souvent en conclusion Chevènement. Chevènement, un jour, dans un grand débat, c'était il y a une dizaine d'années, mais je l'avais trouvé brillantissime. Il conclut en disant « Je ne suis pas contre de répandre la démocratie dans le monde. C'est quand même plutôt bien quand on est un démocrate occidental, et c'en est un, et un républicain démocrate. » Il dit « Moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'on ne le répande pas par l'exemplarité. » J'ai trouvé ça génial. C'est un peu comme dans le christianisme. Si tu veux convertir de force, ça ne va pas convertir le cœur. Mais par contre, si tu es exemplaire et que la personne veut imiter ta foi parce que tu es exemplaire, c'est le prosélytisme par l'exemplarité. Et il disait, on peut transposer le prosélytisme exemplaire religieux dans la politique, c'est-à-dire ce n'est pas par la contrainte ou l'ingérence, c'est voilà, je montre l'exemple. Et celui qui veut mon modèle, parce qu'il aime mon exemple, il m'imite. Si ça ne l'intéresse pas, on ne l'oblige pas. Eh bien ça, c'est beaucoup plus pacifiste. C'est le contraire de ce qu'on fait. On n'a pas brillé par l'exemple puisque toutes nos interventions impérialistes ont violé les droits de l'homme pour lesquels nous nous battions. Ex-Yougoslavie, on a fait violer l'embargo au profit des islamistes les plus radicaux et même d'Al-Qaïda à Tuzla. La Bosnie était devenue un centre d'entraînement djihadiste. Ben Laden y est venu 2 fois.
Vous vous rendez compte? C'est ça qu'on a aidé. Le Kosovo, quelques années plus tard, après la Bosnie, c'est devenu un centre à la fois djihadiste et terroriste classique, un peu marxiste, parce que l'UCK, qu'on a mis en place là-bas, était une organisation terroriste classée comme telle par la CIA. Donc on voit bien qu'on a pris des proxys absolument infréquentables qui étaient Front al-Nosra en Syrie notamment. le Front al-Nosra en Syrie, Al-Qaïda en Afghanistan, enfin, Belhaj en Libye, qui est quand même un trafiquant d'esclaves et un trafiquant de clandestins. Il s'est enrichi, il a 2,5 milliards d'euros en ce moment. Belhaj, l'homme qui a été reçu 2 fois à l'Élysée, et qui est devenu gouverneur militaire de Tripoli après l'intervention américaine. Et c'est ces milices qui ont fait assassiner Kadhafi. C'est un ancien chef d'Al-Qaïda en Libye, la structure libyenne d'Al-Qaïda, le groupe combattant libyen. C'est incroyable. Donc, et en plus, on a menti et on a tué 1 million de personnes en Irak. En Irak, quand je dis on, la France n'y était pas. Oui, J'en suis très fier. Villepin, Chirac, c'était le dernier Roland de gaullisme qu'on a pu voir chez Chirac. Il y a eu au moins ça. Chirac avait refusé cette guerre impérialiste, mais elle a procédé par mensonge, exagération, injustice, en bombardant des villes avec plein de dommages collatéraux, et surtout un embargo inhumain de 13 ans. Moi, j'ai rencontré un jour un représentant d'une association irakienne. J'étais avec ma conjointe de l'époque. Elle en a pleuré. En écoutant le récit, il nous disait, ça, on n'a pas le droit d'importer. Le bébé pour les enfants, pas le droit d'importer. Matériel chimiothérapeutique pour les cancers, on n'a pas le droit de l'importer. Tout ce qui était vital pour la survie d'enfants, de vieillards, de malades, on n'avait pas le droit de l'importer. C'est pas un embargo, c'est un génocide, ou plutôt, le génocide est exagéré, c'est un massacre. Oui. C'est un massacre volontaire. C'est ça les droits de l'homme, empêcher les enfants et les malades de cancer d'avoir leurs produits et leurs médicaments, parce que soi-disant, ça fait double emploi pour faire des centrifugeuses, enfin, il faut arrêter, ou faire du matériel chimique. Le matériel chimio, ça fait pas du gaz sarin. Et donc, on a été totalement inhumains. Et donc, à force de violer les droits de l'homme que nous invoquions pour faire des guerres morales, eh bien, nous sommes devenus totalement inaudibles. Et c'est grave, parce que ça nuit aux droits de l'homme. Ça nuit à nos belles valeurs, parce que moi, je ne suis pas contre le droit de l'homme. Je suis contre l'utilisation scandaleuse et dévoyée des droits de l'homme pour autre chose. Mais ce sont des belles valeurs. Nous les avons totalement discréditées. Même les Lumières ont été discréditées par nous. C'est pour ça que même dans nos banlieues, les Lumières régressent et on a un identitarisme islamiste ou autre, il y en a d'autres aussi, qui progressent et qui... Vous n'êtes plus légitime, on n'a plus rien à recevoir de vous, vous n'êtes qu'une bande d'hypocrites et de lâches, parce que vous faites la guerre par procuration, jamais directement, avec des faux prétextes, vous n'avez même pas le courage d'accepter votre impérialisme. Un de mes élèves me disait, les Russes au moins ils acceptent, ils reconnaissent qu'ils sont impériaux, ils disent « Nova Rossiya », le sud de l'Ukraine, c'est un bout de la Russie. C'est l'impérialisme pur. Quand je dis que quelqu'un est moi, en dehors de chez moi, c'est de l'impérialisme. Et il me disait, les Européens, ils sont aussi impérialistes, mais c'est indirect, c'est pas assumé. C'est pas entièrement vrai, parce qu'on n'a pas annexé. Mais enfin, on annexe des esprits, et quand l'OTAN progresse, c'est quand même, ça devient une partie de l'Empire américain. C'est une belle transition qu'on fait. Parce que j'aimerais, hier, je ne sais pas si vous avez suivi, on va maintenant parler des tensions au Moyen-Orient, je ne sais pas si vous avez suivi, hier Mélenchon faisait une conférence à Sciences Po, il a été un peu chahuté. Ce qu'on lui reproche, c'est un discours très, je ne sais pas si on peut dire pro-Hamas, mais en tout cas très conciliant. Avec le Hamas, il a placé une tête de liste, Rima Hassan, qui juge les attaques du 7 octobre comme des actes de résistance. C'est ça... Bon. Bref. Comment vous expliquez ce discours-là, la proéminence de ce discours-là très excusant pour le terrorisme à l'extrême gauche française? Il y a 2 raisons structurelles, ou plutôt une raison intellectuelle qui est très profonde, idéologique même. Le mouvement trotskiste anglais dans les années 80, dans la Socialist Review, avait théorisé ce que tous les trotskistes, la plupart des trotskistes européens ont appliqué, dont le mouvement lambertiste trotskiste français, l'idée d'une alliance avec l'islamisme radical contre la bourgeoisie et l'État. Parce que vous savez que dans le trotskisme, il y a cette idée de révolution permanente. Et ce n'est pas une accusation. Si j'étais trotskiste, je pourrais dire la même chose. J'ai lu d'ailleurs cet article, écrit par un grand trotskiste anglais dans la revue anglaise trotskiste. Il disait « Ce ne sont pas des gens comme nous, ils sont conservateurs, ils sont obscurantistes, nous sommes athées, ils sont obscurantistes, etc. etc. Mais momentanément, nous pouvons faire un bout de route avec eux
car dans la logique révolutionnaire, ils ont les mêmes ennemis que nous et ils peuvent être un instrument pour arriver à la révolution finale. Donc déstabiliser l'État, ils détestent la civilisation judéo-chrétienne, les marxistes aussi, ils détestent la bourgeoisie, ces islamistes djihadistes aussi, et ils détestent l'Occident, Israël, la démocratie aussi, le vrai marxiste n'est pas démocrate. D'ailleurs, la preuve, ils le montrent bien tous les jours, les vrais marxistes, ils sont toujours extrêmement violents et ils ne supportent pas la liberté d'expression. Le libéralisme, l'horreur absolue, maintenant ils disent néolibéral, il y a quand même beaucoup de points de convergence. Alors après, on s'entretuera peut-être, il ne disait pas ça dans l'article, mais il disait un jour, il y aura peut-être à nouveau des conflits, mais dans une phase révolutionnaire, ce sera nos alliés. Donc là, je pense que c'est assez logique. Depuis que Mélenchon s'est éloigné du PS et a rejoint pour faire un nouveau parti d'extrême gauche, il a coagulé plein de trotskistes, il est lui-même ancien trotskiste, eh bien c'est assez logique. Et deuxième raison structurelle, mécanique, ou plutôt même électorale, c'est sûr que si son électorat favori, ce sont les banlieues, et on sait qu'aujourd'hui, le petit blanc, même qui n'est pas riche, fuit de plus en plus, pas toutes, mais les banlieues les plus allogènes, un certain nombre de banlieues, pas toutes, il existe des banlieues aussi, entre guillemets, petits blancs, mais beaucoup de banlieues sont devenues des territoires, oui, je vais rester neutre, je critique même pas, des territoires où on n'a pas la même civilisation. Donc il sait que pour avoir le vote de ces gens qui, pour beaucoup, quand même, sont devenus français, parce qu'on est quand même à l'immigration, ça n'a pas commencé maintenant. Beaucoup, par le droit du sol, sont devenus français, pas tous, mais beaucoup. Eh bien, on a des millions d'électeurs musulmans qui peuvent être un apport énorme pour faire la différence. Et on aura les ouvriers traditionnels, les gauchistes traditionnels, les tiers-mondistes, les gens extrêmement pauvres qui vont être séduits par notre discours sur, je sais pas, le salaire minimum, etc. Et on aura quand même, c'est peut-être pas 50%, c'est peut-être que 30%, je ne sais pas. Mais on aura quand même, on va essayer de faire le maximum de voix chez les musulmans. Et aujourd'hui, on sait par des sondages que 70% des musulmans votent Mélenchon. Donc c'est une stratégie qui fonctionne. Donc c'est une stratégie qui fonctionne. J'avoue, là, c'est mon exercice. Mon maître, le général Gallois, plus grand stratège français qui a inventé la force de frappe, ça fait du faible au fort, la force de frappe nucléaire française avec 2 autres généraux, il me faisait faire des jeux comme ça et il me disait mets-toi à la place d'un tel, un tel, un tel, et des gens très différents, y compris ce qui est le plus éloigné de moi. Donc je me mets à la place de Mélenchon, je ne ferais rien d'autre si j'étais lui. C'est tout à fait cohérent avec l'appel des trotskistes depuis la fin des années 70 de s'allier avec l'islamisme radical, et c'est cohérent électoralement. En plus, ça va mettre le boxon. Donc, pour un révolutionnaire permanent, parce que vous savez, les trotskistes ont une caractéristique, c'est la révolution permanente et la révolution internationale. Donc, contre toute frontière, toute identité. C'est les moins identitaires des trois. Vous savez, il y a 3 grands totalitaires russo-soviets, Lénine, Trotsky et Staline. Le plus national était Staline et le plus internationaliste était Trotsky. Donc, c'est extrêmement cohérent géopolitiquement, électoralement et idéologiquement. Donc, on ne peut pas s'attendre à autre chose de sa part. On ne peut même pas lui reprocher. Par contre, on peut reprocher à l'État, parfois, de ne pas trop contrer ce venin qui se diffuse dans la société française. Ça, c'est assez regrettable, parce que dans les universités, le mélenchonisme a pignon sur rue. Dans les syndicats, le mélenchonisme a pignon sur rue. C'est une faute énorme de l'État français et des macronistes de ne pas faire grand-chose là-dessus. Alors parfois, ils les critiquent violemment, en les mettant au même niveau que le RN. Mais ils ne vont pas dans l'idéologie parce que l'éducation nationale regorge de mélenchonistes. Mais c'est intéressant aussi parce que dans l'histoire, notamment en Afghanistan et en Iran, oui, on a vu ce qu'a donné cette alliance justement de l'extrême gauche et de l'islamisme. Elle a toujours très mal fini pour l'extrême gauche. Ah oui, en Iran, c'est très clair. Alors en Afghanistan, c'était des gauchistes cohérents puisqu'ils combattaient l'islamisme. Par contre, en Iran, comme les chiites, et ça, c'est pas très connu, l'Iran, pourquoi c'est l'Iran de Khomeini qui a le plus coagulé des forces d'extrême gauche et des forces islamistes? Parce que dans la sociologie, Rigoletto l'a très bien écrit, le chercheur, même Balanche aussi, les chiites au Liban, en Irak, et aussi en Iran, au milieu des milieux prolétaires, il y avait une grande tradition dans les milieux chiites de plusieurs pays d'être communiste. Le chiite était l'opprimé, le déshérité, d'où le fait que Khomeini a fait traduire toutes les œuvres des gauchistes français, notamment Frantz Fanon, et c'est de là que vient la fameuse phrase qui revient tout le temps en Iran, Mustadafin, au nom des opprimés. Bismillah ar-Rahman ou al-Mustadafin. À la place de dire comme n'importe quel musulman, au nom d'Allah le miséricordieux, il rajoute
et les opprimés. Donc le schisme iranien a récupéré le côté lutte pour un tiers-mondiste et gauchiste. Et donc ça a énormément séduit beaucoup de gauchistes du monde, dont Sartre, le journal Le Monde à l'époque, etc., Malot, Simone de Beauvoir, etc. Mais ça a séduit aussi le parti Toudeh, le parti communiste iranien, mais aussi les partis guévaristes, maoïstes, trotskistes, parce qu'il y avait plein de gauchistes différents, et aussi les Palestiniens qui étaient très gauchistes à l'époque. Et Khomeini a fait venir des avions entiers de militants terroristes palestiniens qui sont venus faire les gros bras, un peu comme les milices de Che Guevara en Afrique. Il a fait venir des militants. Donc il y a une hybridation idéologique islamo-communiste qui était déjà chez les moudjahidines du peuple, mais aussi chez Khomeini, puisque Khomeini avait un bras droit, ou plutôt un bras gauche, Shariati, qui était chargé de récupérer toute l'extrême gauche en traduisant toutes les œuvres des grands gauchistes occidentaux. Donc ça, c'est pas connu parce que sociologiquement, par exemple au Liban, en Irak, les chiites étaient très gauchistes. Au Liban, avant le Hezbollah, un chiite votait communiste. Et pareil en Irak. Et donc l'Iran savait très bien qu'en faisant une révolution islamo-gauchiste, ça allait drainer le schisme de toute la région et ça a permis à l'Iran d'étendre son influence. Et donc c'est pas du tout bête ce qu'a fait l'Iran. Oui, mais on sait l'Iran a été très stratège. On sait aussi comment ces communistes-là ont fini sous le... Oui, j'ai oublié mon propos. Ça, c'est le plus important, c'est votre question. Les communistes qui se sont alliés à Khomeini pour faire cette révolution, parce que c'était une révolution qui a été faite essentiellement par des gauchistes, des jeunes qui en avaient marre de la répression de la police du Shah. Le Shah qui, entre-temps, avait l'ordre de ne pas réprimer la révolution de la part de l'armée américaine. Le général Hauser a fait la tournée des popotes et est venu interdire à l'armée iranienne de réprimer cette révolution gauchiste sur ordre de Carter. Déjà, c'est intéressant. C'est l'ancien patron de la DGSE, le SDEC, Alexandre de Marange, qui le raconte dans son livre. Donc, ce n'est pas du tout une histoire, pas une opinion personnelle. Et donc, les gauchistes ont été tous liquidés quelques mois après le premier gouvernement. Après le gouvernement de transition, ils ont tous été liquidés. Mais quand on dit ça à un gauchiste français, ça le fait rire. Donc pour lui, c'est comme ceux qui pensent que la mort, ça arrive qu'aux autres, la maladie, c'est qu'aux autres, etc. Tant que ça ne vous est pas arrivé, vous ne comprenez pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce conflit au Moyen-Orient actuellement, donc je fais évidemment référence au conflit israélo-palestinien, qui s'est importé de par les populations ou qu'on a importé en France, il remet aussi une question sur la table dans l'échiquier du Moyen-Orient, à savoir quel est le leader aujourd'hui du monde musulman selon vous ? Alors c'est ce que dit Huntington dans son livre Impérissable, le choc des civilisations. La Chine a un leader incontesté, enfin le monde confucéen, c'est la Chine. L'hindouisme a un leader incontesté, maudit l'Inde. L'orthodoxie, malgré la scission de l'église orthodoxe ukrainienne, il y a un leader quand même, primus inter pares, plus costaud, c'est Poutine, c'est la Russie, leader du monde orthodoxe. Le leader du monde occidental, c'est l'Amérique, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. C'est comme ça, c'est le plus fort, il décide de tout. On mange, on écoute, on pense américain et on bouffe américain, donc c'est clair. Par contre, il y a une seule civilisation parmi les grandes, il en classe 7, mais parmi les grandes que je viens de citer, dans l'islam, il dit par contre, il n'y a aucun leader capable d'équilibrer l'autre, il n'y a pas de primus inter pares, il n'y a pas de leader absolu, ni modéré. Il y a la Turquie qui a de sérieux atouts. Elle était le pays du califat. Elle a la meilleure armée terrestre de l'OTAN dans la région, plus que l'Italie. 800 000 hommes, une très grande armée avec 30 ogives nucléaires américaines ou 50 dans la base d'Irchirnik. Elle a un peuple très nationaliste. Elle a une bonne démographie, un bon territoire, une masse. Elle a quand même beaucoup d'atouts. Et le symbole de l'Empire ottoman jusqu'au siècle dernier. L'Arabie saoudite, elle a d'autres atouts. Les lieux saints, Haramain. En passant, pour nos auditeurs, il n'y a pas 3 lieux saints de l'islam, il y en a 2. Quand on nous dit El-Quds, Jérusalem, 3 lieux saints de l'islam, à l'époque du prophète Mahomet, Jérusalem était juive et chrétienne. Et quand le calife Omar a conquis le Proche-Orient, c'était un pays majoritairement non musulman. Il n'y a que 2 lieux saints pour l'islam sunnite ou wahhabite. C'est pour ça que ISIS, l'État islamique, Al-Qaïda ne s'occupent jamais de la Palestine. Ils s'en fichent totalement parce que pour eux, Al-Quds, c'est un truc qu'ont mis en évidence les frères musulmans et surtout les Iraniens, mais ce n'est pas très important. C'est une ville sainte de l'islam, mais ce n'est pas la 3e ville. Ce n'est pas au même niveau que Médine et la Mecque. Ce n'est même pas au niveau de Kerbala et Najaf, les villes saintes du schisme, pour les chiites. Ça vient même après. Donc ce serait maximum, dans le meilleur des cas, la 5e ville de l'islam. Donc ça, petite histoire, parce qu'on le dit jamais, ça. C'est extrêmement important. Ça permet de comprendre pourquoi Daesh
ne s'en prend jamais aux Israéliens. Donc, pour revenir à la question, par contre, que j'ai perdue, rappelez-moi la question initiale. Parce que c'était quel est le leader aujourd'hui du monde musulman? Voilà. Pour revenir au leader, on a parlé de la Turquie, on a parlé de l'Arabie Saoudite. Un autre leader pourrait être le Pakistan, parce qu'il a, comme les Turcs, il a une masse, il y a une véritable géopolitique, le pays des purs, créé contre les hindouistes pour mettre dans un même pays uniquement les Pakistanais, une des 2 ou 3 premières populations musulmanes après l'Indonésie, en Asie du Sud. Donc c'est quand même en Asie, c'est quand même, donc, il y a un bon territoire, une masse, une population, une idéologie très islamiste, avec les talibans, donc toute une histoire, et même les moudjahidines qui ont entraîné les Afghans, donc toute une histoire très islamique. L'influence des frères musulmans aussi, c'est le Pakistan qui a influencé l'idéologie de Hassan al-Banna, l'arabe égyptien qui a créé les frères musulmans. Il était inspiré par l'idéologie de Maoudoudi, un célèbre auteur islamiste pakistanais. Et enfin, elle a la bombe atomique. Le Pakistan a la bombe atomique. Le seul pays musulman qui, pour l'instant, a la bombe atomique, des ogives, mais aussi des vecteurs pour les envoyer. Donc, ce n'est pas négligeable. Ça fait déjà 3. Arabie Saoudite, Turquie, Pakistan. On pourrait rajouter l'Égypte, qui a quand même le centre El-Azhar, la resplendissante, l'université islamique d'El-Azhar du monde sunnite qui coagule en fait tous les courants de l'islam sunnite officiel classique des 4 écoles juridiques. Mais m'a dit le grand imam, je l'ai rencontré l'an passé, il m'a dit même le schisme n'est pas est représenté officiellement. El-Azhar représente le monde musulman, toute la pensée du monde musulman. Donc on a au moins 4 leaders, 4 prétendants, pour employer un horrible mot anglais, au leadership du monde musulman. On pourrait rajouter les Émirats, qui sont aujourd'hui l'éminence grise de Ben Salman. Ben MBZ, l'homme fort des Émirats, il a une importance gigantesque. Les Émirats ont une stratégie extrêmement importante, extrêmement efficace. On pourrait rajouter dans le Maghreb l'Algérie, qui voudrait rayonner avec une sorte d'hégémonie régionale, etc., et qui est très proche de la Russie. Mais ces 4 premiers prétendants, il est difficile d'en voir un écraser l'autre. J'ai une question, en fait, c'est une observation que j'ai faite, donc j'ai voyagé récemment en Turquie, et je crois que c'est la même chose en Iran. J'ai l'impression qu'on a une mauvaise image géopolitique de ces pays-là, c'est-à-dire qu'on les voit comme des pays... en fait, on les confond avec leurs dirigeants. C'est-à-dire qu'on va confondre l'Iran avec Erdogan et on va confondre la Turquie avec Erdogan et l'Iran avec l'actuel ayatollah. Mais j'ai l'impression que la première menace, entre guillemets, pour ces pays-là, ça reste leur jeunesse qui n'est pas du tout violente, qui n'est pas du tout aussi islamisée que leurs dirigeants. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Ça dépend. Alors, ça dépend. Mais vous voyez un peu le... Je vois ce que vous voulez dire. Bien sûr, dans les 4 leaders dont j'ai parlé, il y a aussi l'Iran. Ça fait un 5e qui lui est chiite et qui utilise justement la révolution islamique pour faire croire qu'il a le vrai islam, un islam révolutionnaire, plus tiers-mondiste, etc., qui a permis d'attirer pas mal de rebelles. Mais par contre, là, ça dépend. En Arabie Saoudite, le régime jusqu'à Ben Salman était très islamiste. Ben Salman est en train un peu de calmer les choses, mais la jeunesse, très moderne. Mais on ne peut pas dire la jeunesse, ça dépend si vous êtes prolétaire ou pas. Les bonnes familles rêvent d'Amérique, de McDo, et le prolétaire peut être... Il y a une véritable masse de prolétaires, de nouveaux prolétaires. 30% des Saoudiens sont des nouveaux prolétaires. Ils sont devenus pauvres alors que leur famille ne l'était pas. Et ceux-là, ils alimentent des mouvements islamistes très, très, très inquiétants. En Arabie Saoudite, il y a régulièrement des attentats islamistes déjoués qui sont commis par des Saoudiens. Mais admettons qu'une partie de la jeunesse saoudienne soit beaucoup moins islamiste que les Wahhabs. Pour nos éditeurs, l'Arabie Saoudite, c'est le nom d'une tribu, Saoud, mais l'Arabie Saoudite a été créée également par une secte religieuse, les Wahhabites, qui sont la forme la plus conservatrice du salafisme, et ils inspirent un islam extrêmement rigoureux. Pour la Tunisie, c'est un peu différent. Le président tunisien est plutôt issu du nationalisme, au départ un peu laïque, même s'il devient de plus en plus musulman. Et Ben Ali, avant lui, était très, très, pas laïque, mais très anti-islamiste, et Bourguiba encore plus, alors que la jeunesse, depuis les années 90, se réislamise de manière impressionnante. Pas la jeunesse dorée, peut-être, que vous avez rencontrée, ou que moi je vois quand je vais à Tunis, Dauphine, c'est fascinant, très francophone, mais on juge trop souvent les pays que l'on voit
à la jeunesse dorée qu'on rencontre ou aux gens éduqués comme nous qui ont le même genre de diplôme. Mais dans le fin fond tunisien, on a une masse impressionnante d'islamistes très radicaux. Il y a une fanatisation islamiste dans la Tunisie depuis le printemps arabe, mais même avant. Quand j'étais étudiant à Aix-en-Provence dans les années 90, on avait déjà des étudiants tunisiens qui nous racontaient un jour on fera une république islamique, et ils nous racontaient à quel point la société était beaucoup plus islamisée que les dirigeants. Oui, ça dépend des pays. L'Iran, c'est l'inverse. Les dirigeants sont dans leur folie de cette rhétorique El-Quds, le Satan juif américain, etc., alors que le peuple, vous savez quel est le slogan du peuple? Un des slogans du peuple en ce moment, là depuis 2017, depuis les plusieurs révolutions qui ont eu lieu, c'est Jérusalem, Gaza, Israël, on s'en fiche totalement, ce qui compte c'est l'Iran. Ah oui. Ils ne sont pas du tout impliqués par cette rhétorique islamiste. C'est pour ça que Donc ça dépend des pays. C'est pour ça que je notais l'Iran et la Turquie particulièrement, c'est que c'est les deux pays... Alors l'Iran et la Turquie, je ne suis pas d'accord. Pour l'Iran, vous avez tout à fait raison. Le peuple est beaucoup plus laïque non religieux ou modéré que les dirigeants. La Turquie, ça dépend. Les Alévis et la haute bourgeoisie et les Kurdes, la moitié des Kurdes seulement d'ailleurs, peuvent être assez progressistes. Par contre, le Turc de base, entre guillemets, pas forcément djihadiste, mais est beaucoup plus religieux qu'il y a 30 ans. Et là, ça se voit dans les comportements, le puritanisme, l'interdiction, par exemple, des danses du ventre, dans pratiquement tous les pays musulmans, mais aussi en Turquie, le mépris envers les derviches tourneurs, qui était un islam soufi extrêmement valorisé. Il y a quand même des critères. Vous savez, quand le soufisme est mal vu, c'est que la société est beaucoup plus conservatrice, beaucoup plus islamiste. Mais vous avez raison sur l'Iran, je pense, et l'Arabie saoudite. Avant de passer à notre dernière partie concernant la France, on va aborder justement, vous en parliez des frères musulmans. En lisant vos livres, en tout cas les deux derniers, on se rend compte que l'arme la plus redoutable de ce que vous appelez la mondialisation salafiste, c'est finalement nos lois. Bien sûr. En fait, c'est nos dogmes. Et au-delà de ça, comment on peut résoudre la contradiction d'une menace qui utilise nos valeurs pour nous tuer? Alors, moi, je pense, je l'ai écrit dans le complexe occidental, qu'en fait, c'est une pulsion de mort et une sorte de syndrome suicidaire collectif. Parce que quand vous vous abritez derrière une loi pour dire « oui, c'est vrai qu'on contrôlerait mieux l'immigration s'il n'y avait pas le droit du sol, c'est vrai qu'on contrôlerait mieux l'immigration si on pouvait réexpulser des gens qui nous détestent, qui ont déjà commis des crimes, mais nos lois nous en empêchent et les traités internationaux ne le voient pas comme ça. » Je regrette, quand vous avez envie de survivre, je m'excuse, je vais être vulgaire, vous prenez un papier qui est une loi internationale et vous en faites des choses assez triviales. Et donc, non, si vous êtes dans une logique de survie, vous n'allez pas vous faire harakiri et risquer de disparaître parce que vous avez des scrupules de mettre en défaut des papiers, des textes, des soi-disant traités internationaux qui seraient contraignants et engageants ou violer l'esprit de la Constitution qui est en fait tout à fait subjectif. Parce que la Constitution, normalement, c'est des articles constitutionnels et depuis les années 90, il y a eu une dérive. On ne juge plus une loi par rapport aux articles de la Constitution. Zemmour l'a très bien exprimé aussi, mais pas que lui, aussi des grands juristes. Mais maintenant, un juge peut juger anticonstitutionnel, non pas un texte de loi qui contredit les articles de la Constitution, mais le préambule qui intègre des notions très abstraites comme les traités internationaux, les engagements, l'écologie ou les droits de l'homme. Ça veut dire que c'est d'une telle subjectivité qu'on peut recaler n'importe quelle loi selon le bon vouloir ou l'idéologie du juge. Je regrette tout ça, ça pourrait être recadré, ça pourrait être arrangé, amendé. Ça veut dire qu'en fait, derrière ces scrupules que nous aurions à risquer d'avoir chez nous plein de gens extrêmement dangereux, par exemple ne pas pouvoir expulser quelqu'un de dangereux parce que chez lui il va être maltraité. Je regrette, mais si c'est quelqu'un qui peut découper en morceaux une enfant française, violer une maman ou attaquer une apostate dans un lycée ou égorger un professeur, je m'excuse, mais un pays qui est normalement constitué, avec des dirigeants normalement constitués, qui ne sont pas dans une maladie qu'on appelle le masochisme grave, vous savez, ça existe. Hein, j'ai un ami qui est psychiatre, il m'a dit qu'il avait un patient qui se lacérait. Il se mettait des coups de cutter régulièrement. Il fallait lui mettre une camisole de force en permanence. Et ben, c'est un peu ce que sont nos États. Nos États, ils ont des pulsions de se lacérer. C'est plus fort qu'eux et on ne leur met pas de camisole de force et personne ne leur donne de médicaments. C'est pour ça que dans le complexe occidental, j'ai dit qu'il faut une thérapie collective pour soigner une âme blessée et un esprit malade.
nous sommes malades. Nous sommes, alors là, je vais faire un peu d'humour, mais nous sommes une bande de malades. L'Europe et l'Occident sont une bande de malades qui ne sont plus capables d'offrir à leur peuple le début du contrat social. Quelle est la condition d'un contrat social, selon Hobbes et toutes les théories contractualistes en histoire des idées politiques? Je remets un peu de ma liberté individuelle aux responsables politiques, au Léviathan, à l'État, qui en échange me protège, assure la sécurité et aussi la propriété privée, le fait que je ne vais pas être agressé, violé, tué, etc. Mais ce pacte est rompu depuis très longtemps, puisque au nom de scrupules que nous aurions ou de juges qui interprètent de manière assez subjective la Constitution ou les traités internationaux, etc., on préfère garder des prédateurs qui vont agresser nos citoyens que de voir cet horrible prédateur risquer d'être torturé ou maltraité dans une prison où on est trop nombreux en Algérie ou au Nigeria. Non mais on marche sur la tête, c'est une folie. Personne ne peut croire à ce genre de sornette. Ça veut dire que je pense que derrière tout cela, il y a une pulsion suicidaire. De disparition. À moins que ça soit une pulsion de disparition qui est impulsée par les idéologues, les grands philosophes qui font quand même l'histoire, parce que l'histoire est faite par la légitimité. Et qui produit la légitimité? Ceux qui produisent des idées victorieuses, qu'on appelle, avec Bruno Lussato, dans le complexe occidental, c'est un grand spécialiste de la sémiologie, on appelle ça un trou noir sémantique. Un trou noir sémantique, c'est quand vous créez une idée contre laquelle rien ne peut faire. C'est ce que disait Hegel, rien ne peut aller à l'encontre d'une idée dont l'heure est arrivée. Donc les philosophes créent des modes, des idées, et notamment le complexe occidental, c'est une idéologie suicidaire qui a été suscitée par des théoriciens de la repentance qui détestent l'Occident parce qu'ils étaient marxistes ou tiers-mondistes, et Sartre et compagnie. D'ailleurs, la théorie wokiste, ça vient de Simone de Beauvoir et de Sartre, entre parenthèses, qui jouaient avec des expériences sexuelles avec leurs élèves, en échange de bonnes notes. Enfin, c'est des gens aujourd'hui qui seraient en prison. C'est tordus. C'est les tordus, mais complètement pervers, tordus, extrêmement dangereux. Non, de véritables psychopathes au point de vue harcèlement sexuel, etc. Mais ça reste des idoles. Ça, c'est extraordinaire en France. Ces gens-là ne seront jamais déboulonnés. C'est comme les Cohn-Bendit, qui fait toujours le beau tous les jours à la télévision, alors qu'il s'est vanté de toucher le petit corps très doux d'un enfant imberbe. C'est super mignon de vivre tous les sexes mélangés. Tout le monde fait l'amour avec tout le monde. Il y a des gens pour qui l'impunité est éternelle. C'est ce que dit le cardinal de Mazarin, vous savez. Quand ta réputation est faite, tout te sera pardonné. Inversement, si ta réputation est mauvaise, même tes meilleures actions ne seront pas prises en compte. Tout est dans le bréviaire aux politiciens que j'incite à lire, après mon livre bien sûr, Le choc global, mais le bréviaire aux politiciens, œuvre magistrale de Mazarin, est une bible de psychologie humaine. Bref, c'est extrêmement grave ce qui se passe, parce qu'on a d'un côté ceux qui produisent la repentance et cette idéologie de haine de soi, l'école de Francfort, Habermas qui est le héros de l'Union européenne. Vous savez qu'Habermas, avec sa théorie du patriotisme constitutionnel juridique, qui remplace le vrai patriotisme, sa haine de l'identité obsessionnelle pour remplacer l'identité par la normativité, c'est l'idéologie officielle de l'Union européenne, Habermas, et il est de l'école de Francfort, la fameuse école marxiste, post-marxiste, mais qui en fait était marxiste, dont une grande partie a immigré aux États-Unis et a créé le gauchisme globaliste américain et le wokisme. Donc on voit bien qu'il y a ceux qui créent ces modes, mais il y a aussi l'homme politique qui est moins excusable encore, parce qu'il n'a même pas une idéologie dans laquelle il croit. Lui, c'est ce qu'on dit en Italie souvent, c'est le menefreghismo. Le menefreghisme, c'est le je m'en foutisme. C'est celui mais en Italie, ça sonne encore plus fort, c'est celui qui en a rien à battre, comme on dirait chez nous, ou rien à secouer. C'est-à-dire que lui, après moi le déluge. J'en ai rien à faire. Moi, c'est à la mode d'être pour cette idée antinationale, pas expulser même un prédateur. Le droit du prédateur est supérieur au droit de la victime. C'est bien ce qu'on a, c'est la jurisprudence Badinter. Badinter, comment il fait abolir la peine de mort au nom d'un criminel qui a massacré un enfant? Ou deux. Mais moi, j'ai jamais réussi même à comprendre qu'on ait pu faire, même si c'est un homme génialement intelligent, mais qu'on ait pu faire d'un héros de la nation qui va au Panthéon quelqu'un qui a aboli la peine de mort pour sauver un criminel d'enfant. Enfin, c'est complètement hallucinant. Alors, quand je dis ça, je dis « Ah, c'est horrible, on a touché à quelqu'un qui est dans le Panthéon. » Eh bien non, pour moi, il n'y a que le Panthéon des religions, il n'y a pas le Panthéon politique. Un Panthéon politique est forcément politicien. Et donc, les hommes politiques, eux, en ont rien à foutre, rien à ficher du fait qu'un jour, la France soit complètement détruite, ensauvagée. Et attention, je ne dis pas
en disant cela, ce n'est pas un discours anti-immigrant, raciste ou anti-migrant. Moi, je suis pour l'immigration. Une immigration intégrée, une immigration respectueuse, et ça marche, et c'est possible, y compris avec des musulmans ou des Africains. Il n'y a aucun problème avec la race ou la religion. Donc, je ne suis pas essentialiste, mais je dis seulement que des hommes politiques qui ont fait venir en masse des migrants de pays musulmans ou pas, qui ont une rancune envers la France, qui se sont débarrassés de la France et qui ont une énorme rancune. On le voit en Afrique, la mode anti-française, etc. Quand vous faites venir des gens par millions qui sont abreuvés à la haine envers la France et envers l'Occident, déjà, c'est dangereux. Mais à la limite, la France, elle a bien intégré à l'époque. Vous savez que la France faisait des Français à distance. On était né à Tunis ou à Beyrouth et on était plus français qu'un Français. Donc moi, je me disais, si la France regagne cet esprit d'intégrationnisme, d'assimilationnisme, on pourrait déjouer ce danger, de faire venir des gens dont les parents leur ont appris la haine de notre civilisation, mais avec une bonne éducation, une bonne prise en main dans l'école, des professeurs, des hussards noirs qui sont fiers de la patrie. Je pense qu'on pourrait même, à des gens qui viennent de ce background, ce déterminisme un peu hostile, on pourrait en faire des amis de la France. Mais on n'essaye même pas. Elle est là, et là c'est grave. On fait venir des gens en masse qui nous détestent, de religion ou de civilisation qui ont un contentieux avec nous. Ce n'est pas un jugement de valeur, hein. Ils ont même peut-être des bonnes raisons, peu importe. Mais on fait venir des gens qui pour beaucoup, ne nous aiment pas, et on ne fait rien pour les intégrer. On les donne sur un plateau d'argent à des islamistes, frères musulmans, miligulus turcs, salafistes, pakistanais, Dablig ou Déoband ou d'autres mouvances que j'ai énoncées dans tous mes livres. Et on les offre à ceux qui leur mettent dans la tête de ne jamais s'intégrer, parce que nous sommes des pervers, des mécréants, nos femmes sont des prostituées, et pratiquement ici, tout le monde est un pervers, bisexuel, etc. Voilà ce qu'ils disent de nous. Les imams, beaucoup d'imams mettent dans le crâne de ces jeunes que nous sommes des pervers maléfiques. Comment voulez-vous qu'ils nous aiment bien? Donc, ce n'est même pas la faute du jeune radicalisé. L'État français l'a mis dans les mains d'imams qui détestent nos valeurs. Comme cet imam tunisien qui a été expulsé. Oui. Il était victime ici. Ah, mais non, j'ai rien fait de mal. Et maintenant qu'il est à Tunis, il déverse sa haine. Oui. C'était après. Voilà, celui qui est venu après, Ekiusen. Et Ekiusen est réfugié à Bruxelles. Donc, on voit bien qu'il y a une faute idéologique de ceux qui créent les grandes idées et une faute morale de nos hommes politiques qui n'ont aucune éthique de responsabilité. Vous savez que Max Weber disait l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Déjà, ils n'ont pas de conviction. Ils font croire qu'ils bradent l'intérêt national de la France au nom de convictions droits de l'homiste qui feraient qu'on ne pourrait pas expulser un terroriste. Mais en vérité, ils n'ont tout simplement aucune éthique, ni de conviction, et encore moins de responsabilité. Parce que s'ils avaient un minimum d'éthique de responsabilité, tout ce qui a été fait depuis 40 ans n'aurait pas été fait. Ou plutôt, s'ils avaient voulu détruire la France, ou la déconstruire, comme on dit maintenant, c'est à la mode, ils n'auraient rien fait d'autre que ce qu'ils ont fait. S'ils avaient voulu agir en ennemi de la France, qui fasse de notre pays un coupe-gorge, eh bien qu'ils continuent à faire ce qu'ils font depuis 40 ans. Ils sont bien partis. Il nous reste 2 questions avant la fin de cet entretien. La première question, en vous écoutant, on a l'impression, et en vous lisant aussi, on a l'impression que le mal est trop profond et que finalement, c'est trop tard. Non. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remédier à cette situation? Là, je parle... Je m'élève contre ça. Oui, bon. Je vais vous dire pourquoi. J'étais jeune, j'avais à peu près votre âge, et je disais la même chose, mal m'en a pris, au grand résistant Alain Griotret, de droite, mais grand résistant. Éditorialiste au Figaro, très connu, maire de Maison-Alfort, etc. J'ai oublié la ville, enfin, c'était un homme politique très connu, Alain Griotret, qui avait créé le premier réseau de résistants un peu monarchistes, les résistants qui n'étaient pas marxistes, mais il avait travaillé avec eux, il avait rejoint la résistance, et il avait créé le réseau Orion. Donc, un homme très courageux qui a fait une grande manifestation devant l'Arc de Triomphe pour défier les Allemands en plein congrès nazi, etc. Donc, il avait été arrêté. Après, il était dans la résistance. Et quand je lui dis un jour, mais c'est peut-être trop tard, étant donné le je m'en foutisme de nos hommes politiques, l'infiltration, etc. À l'époque, j'étais au SGDN, je faisais des notes au secrétariat général de la Défense nationale sur le danger des prédicateurs salafistes. Et il s'est énervé contre moi quand je lui ai montré mon pessimisme. Il me dit, mon vieux, je vous interdis de parler comme ça. Il était furieux. Vous savez, on voit l'ancien tonton flingueur de la résistance. Je lui dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors qu'il était très doux d'habitude. Il me dit, j'ai horreur des collabos.
Vous parlez comme un collabo. Alors, moi, c'est quand même assez insultant en tant que disciple de Gallois, de Mattéoli, de grands gaullistes. Il me dit, les collabos, ils parlaient comme vous. Parce que le collabo, c'est pas celui qui aime forcément les nazis. C'est celui qui a peur de se battre. Il pense que c'est foutu. Alors, il rallie l'ennemi parce qu'il pense que c'est foutu. Je n'ai plus jamais eu un discours défaitiste. C'est-à-dire, j'ai un discours très pessimiste parfois, mais pas défaitiste. Je pense qu'effectivement, c'est parce qu'il y avait des hommes comme lui que la France a quand même sauvé l'honneur, même si ce n'est pas toute la France. Je pense que rien n'est jamais foutu tant que vous n'êtes pas en prison avec l'ennemi qui vous tue ou qui vous met en prison ou qui vous passe à la guillotine ou qui vous, au peloton d'exécution. Tant que vous n'êtes pas vaincu, vous n'avez pas le droit de dire « nous sommes foutus ». Et j'en veux à mort à tous ceux qui, chez les soi-disant patriotes, déversent constamment parce qu'ils sont en fait extrêmes, parce qu'ils voudraient une purification totale. Alors forcément, ils sont forcément certains que c'est foutu parce qu'ils ne veulent même pas faire de concessions. Ils ne veulent même pas qu'il y ait 1% d'immigrés. Alors pour eux, c'est déjà foutu, parce que c'est leur extrémisme. L'extrémisme est insignifiant, disait Ben Gourion, parce qu'il va aller à l'inverse de son objectif. Les extrémistes sont insignifiants. La mesure... Pan metron Ariston, disent les Grecs, ou in medio stat virtus, disent les Latins. Même quand on est dans une résistance, on doit avoir quand même un juste milieu. C'est pour ça que j'ai été ravi de venir dans votre émission, parce que je sais que vous avez cette vision de l'équilibre. Et regardez Vénère, Dominique Vénère. Il ne faut pas parler mal des morts, paix à son âme. Mais cet homme extrême, antisémite, je le sais, il fait ce qu'il veut, mais antisémite, cette droite très nostalgique des années 30, il faut le dire, qui aurait voulu pratiquement une pureté raciale et qui se suicide dans la cathédrale Notre-Dame en disant « c'est foutu, je fais comme Mishima ». C'est abject, parce qu'en plus, certains ne savaient pas qu'il était si extrême que ça, antisémite, néo-païen, avec cette vision extrêmement radicale, presque racialiste, etc. Donc complètement, qui n'est pas du tout le patriotisme mesuré. Eh bien, mais certains qui l'ont cru, parce qu'à la fin de sa vie, il a fait beaucoup de revues tout à fait de bonne tenue, les revues Histoire, etc. Certains qui l'ont pris pour un patriote normal se sont dit, si ce patriote, grand intellectuel, qui avait une revue d'Histoire, etc., dit ça, ben, c'est foutu. Ces gens-là diffuse le venin du pessimisme et de la défaite. Et croyez-moi, et si vous êtes trotskiste en face ou islamiste, et que vous voyez des mecs qui ont comme idole Dominique Vénère, dont la grande idée, c'est que nous sommes foutus. Ben moi, je vous assure, si je suis islamiste, que je rêve de conquérir la France, ou si je suis trotskiste, je rêve de détruire l'Occident, je me frotte les mains, je me dis, alors avec des ennemis comme ça, qui pensent qu'on est déjà foutus, enfin qu'ils sont déjà foutus, j'aurais pas besoin de beaucoup de batailles. C'est ça. Je pense que la chose la plus importante aujourd'hui chez les patriotes mesurés, gauliens ou pas gauliens, ou libéraux conservateurs, moi c'est mon école, c'est-à-dire à la fois un peu gaulien et libéral conservateur, c'est-à-dire pas extrême, pas mou non plus, nous devons lutter contre toute idéologie de la défaite. Rien n'est foutu. Même les musulmans que nous avons en France, ce n'est pas une fatalité qui va détruire la France. Si un jour, on a des imams cohérents, compétents, bien choisis, et il en existe, pas que Chalgoumi, que je respecte beaucoup, mais il y en a aussi d'autres. D'ailleurs, un jour, j'avais fait une rencontre entre Chalgoumi et Claude Guéant, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur. Il avait réuni 13 imams, qui représentait plein de tendances ethno-linguistiques. Vous savez que l'islam est beaucoup séparé en nationalités d'origine. Et j'avais été impressionné du nombre d'imams raisonnables qui voulaient juste faire de la foi. Voilà, ils voulaient faire de la foi purement spirituelle. Gérer les coutumes islamiques, bon enfant, enterrement, nourriture, etc., hygiène, etc., mœurs, loi familiale, etc., mais pas la charia. Ils avaient une vision sympathique, spirituelle de l'islam. Pourquoi nos hommes politiques n'ont pas cherché à faire un islam? Alors, on me répondra, ce n'est pas le vrai islam, c'est l'islam babacool. Un jour, Zemmour n'était pas d'accord avec moi, il était un peu naïf, même De Villiers n'était pas d'accord avec moi aussi. Je respecte, mais oui, toi, tu es naïf, parce que j'avais interrogé le recteur Boubacar de la mosquée de Paris. On m'avait critiqué, quelle naïveté, etc. Mais si on ne propose pas un islam sous contrôle ou un islam modéré ou un islam... Quand je dis sous contrôle, ce n'est pas policier. J'anticipe de ce que va dire quelqu'un du CNRS. Il veut nous fliquer, etc. Non, un islam sous contrôle, c'est ce que j'appelle un islam dont l'imam ne fera pas de politique. Et on va contrôler le fait qu'il ne fera pas... Il ne va pas passer de la religion privée à la politique, voire même à la haine.
c'est quand même pas grand-chose demandé. En République laïque, c'est quand même normal qu'on fasse un islam spirituel. L'islam, comme dit Mabrouk, Sonia Mabrouk, l'islam de maman, elle dit dans son livre, de grand-mère. On n'a jamais essayé de faire ça. Les musulmans les plus modérés qui avaient une vision, attention, c'est pas un islam du ministère de l'Intérieur, c'est un islam soufi. Le grand patron du soufisme français, qui était aussi le président des scouts musulmans de France, Bentounès, le cheikh Bentounès, un jour m'avait dit « il faudrait un islam réformiste qui remette en question les hadiths dans la charia qui ne sont pas forcément authentiques et qui sont violents, et revenir à un islam soufi. Alors tous les soufis ne sont pas modérés, mais lui, il était adepte d'un soufisme modéré, un islam purement spirituel, comme d'autres religions. » Avez-vous déjà vu Cheikh Bentounès à la télévision ? Non. Jamais. A-t-il fait Ardisson ? J'en ai voulu à Ardisson. Quand il m'invitait contre Ramadan, je disais, mais pourquoi vous n'invitez pas des musulmans qui représentent autre chose que Ramadan ? On voulait faire du buzz, et c'est vrai que Ramadan, il faisait un peu prince du désert, avec ce regard très tranchant, etc. Ça fascinait. Mais quel gâchis ! On aurait pu faire un islam de France, on aurait pu beaucoup mieux donc intégrer nos musulmans. Parce que si vous donnez aux musulmans de France, dans les quartiers, le Parti communiste, pire, les trotskistes et les islamistes, on leur donne des professionnels du victimisme et de la paranoïa, ce que j'appelle la stratégie de la paranoïsation, qui est la stratégie clé des frères musulmans. Si vous donnez les musulmans de France, et pas que, même des étrangers non musulmans, il n'y a pas que les musulmans, les étrangers ne sont pas tous musulmans. Si vous donnez des étrangers qui viennent de pays colonisés par la France, donc qui ne nous aiment pas trop, si vous les donnez qu'à des professionnels du victimisme, de la paranoïsation, qui nous détestent, vous fabriquez des bombes à retardement. Alors heureusement, il y en a très peu. Les bombes à retardement, les terroristes, c'est 0,1% ou 0,01% de musulmans en France. Mais ça donne une extrêmement mauvaise image de l'islam. Du coup, les musulmans deviennent encore plus parano parce qu'on leur dit, voyez, on parle toujours mal de l'islam, alors que tout ça aurait pu être évité. Avec une immigration choisie, sélective, avec, oui, j'ose le dire, une sorte de contrôle idéologique dans les écoles, dans les universités, qu'on ne puisse pas dire n'importe quoi contre les institutions, contre le libéralisme, contre les valeurs qui sont celles de l'Occident, eh bien, on aurait pu éviter tous ces désastres. J'en reviens en conclusion à une expression, une vidéo que j'ai retrouvée récemment de M. Giscard, que l'on trouve extrêmement brillant, génial. Moi, je n'ai pas été fasciné. Il raconte au début de l'immigration, c'était les années 70, il venait d'être président. Vous pouvez retrouver la vidéo. Il est fier de dire qu'il était heureux qu'on renonce à l'intégration. On ne va pas forcément, tous ces gens qui viennent d'Afrique, notre but n'est pas forcément de les intégrer. C'est très bien qu'il y ait de la diversité. Il était tout content qu'on fasse un communautarisme. Vous voyez, c'était même avant les socialistes, parce que il était tenté un peu par ce côté anglo-saxon. Ouais. C'était plus un gaulien. Plus du tout. Et donc la République laïque, tout le monde a la même loi, la même enseigne, la même blouse. Lui, ça ne l'intéressait plus. Il voulait faire en plus le cool. Vous savez, Giscard, c'était celui qui déjà voulait plaire. Il a préparé Mitterrand, en fait, parce qu'il voulait plaire à la jeunesse démagogique, progressiste, etc. Et il voulait plaire aussi aux anglo-saxons. Et quel désastre. Moi, je me rappelle, et là j'arrête, je conclus vraiment, dans mon livre, je le cite dans le complexe occidental, je le cite en conclusion, Mimoun, ce fameux champion de course algérien, qui aimait la France plus que tout, qui était pourtant, il aurait pu être victime, il était colonisé, il était d'une famille modeste, etc. Il adorait la France. Il fut une époque où on arrivait à faire des pro-français, même dans un pays de l'autre côté de la Méditerranée. Ça prouve que c'est possible de faire de musulmans et d'allogènes des bons Français si on leur transmet l'amour de la France. Mais comme on leur transmet du matin au soir de la repentance, de la haine de soi, et on leur montre que ce qu'il y a de plus marginal dans les mœurs françaises, vous savez que beaucoup de gens en Afrique ou ailleurs pensent que tous les Français sont pervers sexuellement et sont tous LGBTistes extrêmes, etc., etc. Alors moi, je ne juge pas le LGBTisme, on a le droit, il y a peut-être des choses très bien dans le LGBT, je m'en fous. Mais je veux dire par là, en plus, l'image que l'Occident donne au monde, c'est une image qui est totalement réfractaire. J'en parlais avec Christian Arbulot, l'inventeur de l'école de guerre économique. On était en conférence à Rome, dans une université, et il disait, ça va être de plus en plus impossible d'intégrer des gens qui viennent de mœurs conservatrices, donc pas que des pays musulmans, mais des pays africains ou musulmans très conservateurs, qui déjà ont un contentieux avec nous, parce qu'en plus, ce que affiche l'Occident et la République, regardez la Belgique aussi, ou la monarchie belge, c'est des cours d'éducation sexuelle à des gens qui ont 7 ans.
Plusieurs écoles ont brûlé en Belgique. C'était des musulmans la plupart, avec une association catholique intégriste. Et je ne suis pas du tout pour ça, bien sûr. Mais ils protestaient contre le fait qu'on avait expliqué dans des écoles à des enfants que c'était très bien de jouer avec son zizi, des enfants de 7 ans. C'est en train de devenir ça, l'Occident. On pourra de moins en moins, moi j'ai une théorie, on pourra de moins en moins intégrer. Plus on sera wokiste, moins on pourra intégrer. Le wokiste devrait être une histoire personnelle de celui qui a envie d'être wokiste. L'État n'a pas vocation à déconstruire les ordres, les lois, les religions, les mœurs et les traditions. Et donc, vous voyez, ce que je dis, c'est presque empathique vis-à-vis des musulmans qui ne s'intègrent pas. Je veux dire par là que tout a été fait pour que certains d'entre eux ne s'intègrent pas. Mais comme dit Pierre Conessa, que j'ai eu en radio sur le Tocsin régulièrement, Pierre Conessa a raison également de souligner ce qu'on ne dit pas assez. Beaucoup de musulmans, en revanche, s'intègrent silencieusement. Et ceux-là, on ne les voit pas. Ils ne vont pas se vanter d'être des bons républicains parce qu'ils ont peur d'être traités de traîtres. Et il y en a beaucoup plus que l'on croit. Donc, le défaitisme n'a pas lieu d'être. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Moi, j'ai toujours rêvé de faire quelque chose, une association qui mettrait en lumière et qui serait médiatisée tous les gens de la diversité. J'ai beaucoup travaillé avec des gitans aussi dans le sud de la France. J'ai été très fasciné par notamment une famille Santiago, dont 2 enfants étaient devenus policiers et un commissaire de police. Quand vous êtes gitan, que vous devenez commissaire de police, c'est quand même une belle ascension républicaine. Et on avait fait à l'époque une association avec mon ami Rachid Kassi, mais malheureusement, ça n'a pas duré. Mais je rêverais de refaire quelque chose comme ça, où on met en avant un Indien, un musulman, un Africain, un gitan, un tzigane, tout ce que vous voulez, et des gens qui viennent de diversité lourde, et voire même comme on dit, minorité visible. Comme Stella Kamba, par exemple. Voilà, on pourrait la mettre aussi. Stella, elle dit, moi je suis noire, je regrette, j'ai jamais été victime de racisme. Pourquoi on ne montre pas plus? Ou les vidéos de Carteron, l'ancien champion de boxe thaï. Alors certains le trouvent un peu brûle de décoffrage, parfois un peu vulgaire, mais les mots crus, ça peut être utile parfois pour les jeunes. Eh bien, il est noir, alors là, bien noir, il ne fait pas semblant d'être noir, et il dit, moi, je ne suis pas victime de racisme, je ne suis pas une victime. D'ailleurs, il faut avouer qu'on n'ose pas trop avec lui. Oui. Mais même Stella, qui fait peur à personne, qui est toute gentille, Stella me dit, je n'ai jamais été victime de racisme. Je ne sais pas ce que c'est que la discrimination, le français qui serait maladivement raciste, le franchouillard de base qui nous regarderait toujours d'un mauvais œil, qui nous donnerait aucune chance dans la société. Je pense qu'il faut arrêter avec ce discours. C'est ça le vrai ennemi, beaucoup plus que l'islamisme radical. D'accord, c'est sur ce message, ce beau message d'espoir qu'on se quitte. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le référencement. Je vous mets quelques livres de Monsieur Delval dans la description et allez les voir. C'est très intéressant, c'est très enrichissant et c'est plein d'espoir. Merci à tous et vive la France.